Bonjour à tous. On vit entouré de règles, hein. Au travail, les cérémonies comme le mariage, la justice, on les accepte, bon, plus ou moins, mais d'où viennent ces règles, ces institutions qu'on suit souvent sans même y penser? Et comment de simples mots peuvent créer tout ça? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ça en se plongeant dans les travaux d'un philosophe, John Searle, et son livre important, Les actes de langage. On va explorer son idée, comment le langage, eh bien, il ne fait pas que décrire le monde, il le construit. Surtout notre réalité sociale. Exactement. C'est l'idée forte chez Sarl. Parler, ce n'est jamais juste transmettre une info, c'est agir. Chaque fois qu'on parle, on fait quelque chose qui peut changer notre environnement social. Le langage crée des faits, des obligations, des choses qui n'existeraient pas sans lui. D'accord. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi un acte de langage? Comment ça fonctionne, cette action par les mots? Alors Searle, il regarde ce qui se passe quand on parle. Et ce qui est crucial ici, c'est l'acte euh, illocutionnaire. C'est l'action qu'on accomplit en disant quelque chose. Comme une promesse, par exemple. Voilà, quand on dit « je te promets de venir », on ne décrit pas juste une intention. Non, on fait l'acte de promettre. On crée une obligation. Pareil pour affirmer, ordonner, baptiser ou déclarer quelqu'un coupable au tribunal. Ce sont des actions faites par les mots eux-mêmes. C'est la force de l'énoncé, comme il dit. Bon, il faut dire qu'il n'est pas le premier à y penser. Il y a eu J.L. Austin avant lui, qui avait déjà repéré ce qu'il appelait les énoncés performatifs. Ah oui, le fameux quand dire, c'est faire. C'est ça. Austin Alivi, c'est cas où dire c'est faire. Comme quand on dit je baptise ce navire, au moment précis. D'accord. Et Serle, alors il va plus loin qu'Austin. Qu'est-ce qu'il apporte de spécifique? Oui, et c'est là que ça devient très intéressant. Pour Austin, les performatifs, c'était un peu une catégorie à part. Searle, lui, il généralise. Il dit en fait, tout acte de langage a cette force illocutionnaire. Parler, c'est toujours agir d'une certaine façon. Et surtout, il propose une théorie pour expliquer comment ces actes de langage arrivent à créer des réalités sociales solides, des institutions. Il ne s'arrête pas à l'acte isolé, il regarde les systèmes de règles derrière tout ça. Ok, les systèmes de règles. C'est ça qui m'intrigue. Comment de simples paroles, même vues comme des actions, peuvent construire des trucs aussi costauds que le mariage, la propriété, l'argent même? Il manque pas une étape. Non, justement, le lien, pour Saul, c'est une distinction qu'il fait entre deux types de règles. Il y a les règles, disons, régulatives. Elles organisent une activité qui existe déjà. Par exemple, le code de la route. Il régule la conduite, mais on pourrait conduire sans code, même si ce serait le chaos. D'accord, ça va. Et puis, il y a les règles constitutives. Et là, c'est différent. Elles ne font pas qu'encadrer, elles créent l'activité elle-même. Prenez les échecs. Les règles définissent ce que c'est que jouer aux échecs. Sans ces règles, bouger des pièces sur un plateau, c'est pas jouer aux échecs, c'est juste bouger des pièces. Ah oui, je vois. C'est la règle qui fait le jeu? Exactement. Et les institutions sociales, le mariage, l'argent, la propriété, elles fonctionnent sur ce modèle. Elles reposent sur des règles constitutives qui ont souvent cette forme X compte comme Y dans le contexte C. X compte comme Y dans C. Vous pouvez donner un exemple type? Bien sûr, prononcer certaines paroles précises, ça c'est X. Devant un officier d'état civil, le contexte C, eh bien ça compte comme être marié, ça c'est Y. Ou alors, ce bout de papier avec des dessins X, émis par la Banque centrale, contexte C, ça compte comme de l'argent avec une certaine valeur Y. D'accord, ok. Ce compte comme, c'est la clé. Mais pour que ça marche, il faut que tout le monde soit d'accord, non? Que tout le monde joue le jeu. Absolument. C'est fondamental. La reconnaissance collective. Ces règles X comptent comme Y. Elles ne tiennent que parce qu'une communauté, nous tous en fait, on reconnaît leur validité. On agit comme si c'était vrai. Et le langage, avec ses actes déclarés, nommés, donner un statut, c'est l'outil parfait pour établir et maintenir cette reconnaissance collective. Sans cet accord, qu'il soit dit ou non, ces faits institutionnels s'écroulent. L'argent redevient du simple papier, un contrat juste de l'encre sur une feuille. Donc, si j'essaye de résumer, une grande partie de ce qui fait notre monde social, nos rôles, nos droits, nos institutions, l'économie même, ce n'est pas comme la pluie ou la gravité, quelque chose de naturel. C'est une construction. Une construction humaine qu'on bâtit et qu'on maintient tous les jours avec nos mots, nos accords, basés sur ces fameuses règles constitutives. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. C'est une excellente synthèse de la vision de Searle. Le langage n'est pas juste un miroir de la réalité sociale. Il est le moteur qui l'a créé et l'a fait tenir.
Et cette réalité sociale, même si elle est basée sur des conventions, elle est bien réelle dans ses effets sur nos vies. C'est assez vertigineux quand on y pense. Si des choses aussi centrales que l'argent ou le mariage sont construits par nos mots et nos accords, ça ouvre une question pour finir, non hein? Quelles autres parties de notre monde, peut-être des choses qu'on croit plus personnelles ou naturelles, seraient en fait aussi façonnées par ces conventions de langage, par ces actes qu'on ne voit même plus? Voilà une pensée sur laquelle méditer. À bientôt, chers auditeurs.